Et voilà maintenant Pauline qui va nous parler un peu de mesures. Bonjour à tous. Donc je suis Pauline Vautreau, responsable marketing chez Numberly depuis 8 ans. Et oui, je vais vous parler de la mesure du CRM. Donc d'abord, une citation d'un homme d'affaires qui s'appelle John Wanamaker qui a dit « La moitié de l'argent de ma publicité est gâchée, mais le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Ça résume assez bien la problématique qu'on a encore aujourd'hui. Alors même si la publicité digitale, elle est quand même beaucoup plus facile à traquer que les leviers traditionnels, on a encore beaucoup de mal à mesurer proprement l'impact réel de nos actions marketing. Donc, une des raisons qu'on va voir sur le slide d'après, c'est que nos consommateurs, ils sont exposés à vraiment une multitude de leviers publicitaires. Donc à la fin de la journée, quand je sais que mon client a été exposé à une campagne télé, à une vidéo en ligne et à une campagne emailing, c'est quand même très difficile de savoir la conversion de ce consommateur si elle a été due à un ou à l'autre de ces leviers. Donc quel est l'impact finalement de ma newsletter ? Et plus globalement, on va se poser la question de quel est l'impact de mon programme CRM. Alors, il existe plusieurs méthodes, dont deux principales qui sont la méthode des modèles d'attribution et les expérimentations. Donc, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'en fait, en utilisant une méthode plutôt qu'une autre, on peut avoir des résultats très différents. Je ne sais pas si vous voyez le bas de la slide, mais là, en l'occurrence, c'est un exemple réel. Et sur une même campagne, on a trouvé un chiffre d'affaires attribué de plus de 300 000 € en utilisant un modèle d'attribution, quand on a eu 30 000 € seulement de chiffre d'affaires incrémental rattaché à cette campagne en faisant un protocole de test, donc avec la mise en place d'un groupe test et d'un groupe témoin. Donc il n'y a pas une méthode qui est forcément meilleure qu'une autre, elles peuvent être complémentaires, elles ont chacune des avantages et des inconvénients, mais tout l'enjeu, c'est ce qu'on voit sur le slide suivant, c'est de trouver le bon équilibre en fait, entre le niveau de précision et l'agilité de la mise en place de la méthode. On va avoir les modèles d'attribution qui vont être beaucoup plus faciles à mettre en place. Ça va permettre d'être plus agile, de mesurer fréquemment la performance de nos activations. Quand les protocoles expérimentaux, eux, vont être plus compliqués à mettre en place, mais vont avoir un niveau de précision bien supérieur. Donc, si on revient sur les modèles d'attribution, donc c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en marketing. Juste un petit rappel, donc ça consiste à définir des règles. Donc, par rapport à des stimuli, on va dire que, par exemple, on prend une fenêtre d'attribution de 7 jours après l'ouverture d'un email. Donc, un achat qui aura eu lieu 7 jours après l'ouverture de cet email est attribué à l'email. Et au-delà de cette fenêtre, on ne va pas venir attribuer la conversion. C'est ce qu'on voit sur les deux exemples. Donc sur le cas 1, on voit qu'on a réussi à attribuer l'achat parce que l'email avait été ouvert 6 jours avant. Sur le cas 2, il y a eu 14 jours, donc on n'a pas pu attribuer la conversion. C'est un modèle qui est hyper utile, c'est pas pour rien qu'il est beaucoup utilisé, mais il comporte des biais assez évidents. Le premier, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte la propension naturelle des consommateurs à acheter, avec ou sans traitement marketing. Aussi, on ne va pas venir prendre en compte l'impact des autres leviers qui auraient pu avoir lieu en parallèle. Et dans le cas 2, on ne va pas du tout s'attribuer une conversion, alors que peut-être quand même que les traitements marketing passés ont eu un impact sur cette décision d'achat. Donc c'est pour venir en fait contourner ces biais qu'on va faire appel aux méthodes expérimentales. Donc sur le slide suivant, on a un exemple. Donc ça consiste tout simplement à venir diviser son audience en plusieurs groupes, avec notamment un groupe témoin. Ici, dans notre exemple, ce qui est intéressant, c'est que le groupe témoin, on continue à lui envoyer des emails applicatifs parce que c'est des emails qu'on ne peut pas couper, c'est du service client, donc on va pas les arrêter. Mais sur un groupe, on va venir ajouter des emails automatiques qui seront un peu plus relationnels. Et sur l'autre groupe, en plus des emails automatiques, on va venir ajouter des emails tactiques qui vont venir relayer des promotions ponctuelles. Et donc, on va donc splitter ces 3 groupes et à la fin de l'activation, on va venir mesurer les performances des 3 et les comparer. Donc, du coup, quelles conclusions on peut tirer de ces tests et comment on peut mettre en application les insights ? Donc, tout d'abord, ce qui est assez évident, c'est qu'on va aller venir observer les résultats des différents groupes. Ici, dans notre exemple, on voit qu'on a des taux de conversion qui sont quand même assez différents entre les 3. On voit que donc on a un uplift de 2,5% avec l'ajout des emails automatiques et un uplift de plus de 7% avec l'ajout des emails tactiques. Et quand on prend le combo
email automatique et email tactique, là, on a presque 10% d'uplift. Donc, c'est des conclusions qui sont intéressantes parce que ça va permettre de comprendre un peu mieux la valeur ajoutée de chaque levier. Après, on peut aussi se dire que c'est quand même peut-être un peu radical. Si jamais mes emails automatiques, on trouve que l'uplift n'est pas très important, on ne va pas du jour au lendemain se dire bon, bah, on ne fait plus d'emails automatiques, tactiques. Donc ça manque un peu de granularité. Et c'est pour ça que nous, on conseille de toujours ajouter différentes dimensions dans un test pour pouvoir après avoir des conclusions activables. Donc là, on donne quelques exemples de dimensions qui nous paraissent hyper importantes. Donc on a le point de l'omnicanalité. Donc on va venir tester différents leviers, différentes combinaisons de leviers. On a la fréquence aussi qui est hyper importante puisque par exemple là on a trouvé 2,5%, mais peut-être qu'avec une fréquence plus élevée ou plus basse, on aurait eu des résultats différents. Et puis bien sûr on a le contenu des messages puisque par exemple si ça va comporter plus ou moins de promotions, en fonction du ton employé dans les messages, le niveau relationnel, on peut évidemment avoir des résultats différents. Donc on ne va pas chercher forcément à avoir une réponse binaire, ça marche pas. On va essayer de tester le plus de dimensions possible pour optimiser ces activations marketing. Alors, là, on a dit plein de qualités des protocoles expérimentaux, mais comment faire si je n'ai pas de groupe témoin? Donc ça, c'est possible. Par exemple, si on ne l'a pas anticipé avant de vouloir mesurer, ça peut être aussi compliqué pour plein de raisons techniques. Et puis, on peut aussi avoir peur de perdre en business si on isole une partie de sa base consommateur à qui on ne parle pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une troisième méthode qui va venir s'ajouter entre les deux, qui vont être les modèles statistiques. En fait, les modèles statistiques, ça va être une espèce d'alternative à l'expérimentation en créant l'équivalent d'un groupe témoin, mais a posteriori. Donc, comment ça fonctionne ? On part du principe que quand on crée une audience et qu'on diffuse une campagne, finalement, on ne va jamais réussir à exposer tout le monde. On va toujours avoir des gens qui auront été réellement exposés et des gens qui n'auront pas été exposés. On pourrait tenter de comparer les exposés avec les non-exposés, mais c'est biaisé parce que dans nos non-exposés, on a souvent des individus qui sont moins qualitatifs. On va avoir notamment plus d'inactifs, des valeurs clients plus basses, des gens qui sont moins facilement contactables. Donc si on compare directement ces deux groupes, on va forcément biaiser le test. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir redresser statistiquement le groupe des non-exposés pour le rendre comparable à nos exposés. Donc on va par exemple prendre des critères d'activité, de valeur client, de fréquence d'achat, et on va repondérer le poids des individus pour s'assurer que les deux groupes deviennent comparables. Et donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a un groupe qu'on va appeler un groupe de jumeaux non exposés, on va pouvoir aller mesurer. Donc, dans le slide suivant, on a un exemple. Tout ça, c'est des vrais cas qu'on a anonymisés. Donc là, on voit que sur le chiffre d'affaires moyen par individu, on a un uplift de 43% entre les exposés et les jumeaux non exposés. Donc, on a généré plus 43% de chiffre d'affaires par individu. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire que le programme de cette marque fonctionne très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels ont été les principaux contributeurs à cette augmentation de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a réussi à augmenter la fréquence d'achat? Est-ce qu'on a augmenté la conversion, le prix moyen par article? Ici, en l'occurrence, on voit que c'est principalement le taux de conversion qui a été augmenté par ce programme et également, je crois, oui, le nombre d'articles par panier. En revanche, on n'a pas eu d'impact sur la fréquence d'achat et sur le prix des produits achetés. Donc c'est aussi intéressant de voir ça parce qu'on va pouvoir venir optimiser ces messages pour essayer de jouer peut-être sur les leviers qu'on n'arrive pas encore à faire décoller. Et sur le slide d'après, on a un détail des populations de ce programme en fonction des leviers qui ont été activés et de leurs réactions. Et donc là, on va voir, donc c'est assez intuitif, mais ça va venir confirmer que par exemple, un cliqueur d'email, là, on a eu un impact de x3 pratiquement sur son taux de conversion, quand quelqu'un qui aura été exposé uniquement à un courrier postal aura un uplift sur son taux de conversion inférieur. Donc voilà pour la méthode de redressement. Donc si on fait une petite synthèse des trois méthodes, donc on voit qu'elles sont assez complémentaires parce qu'elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Et donc en deux mots, l'expérimentation, c'est la méthode qui va être la plus précise mais aussi la plus compliquée à mettre en œuvre. L'attribution, la méthode la plus agile mais qui va comporter un peu plus de biais. Et enfin au milieu, cette alternative apportée avec les modèles statistiques qui est donc une estimation de ce que serait une expérimentation.
Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je peux mesurer l'impact de mon programme CRM si je n'ai pas accès à mes ventes? Parce que donc, on a énormément de marques, et notamment les marques de grande consommation, qui ne vendent pas leurs produits en direct. Donc, elles n'ont pas accès à leurs ventes. Donc, elles peuvent mesurer des réactions, mais pas forcément l'impact sur les ventes, ce qui est quand même ce qui nous intéresse. Et donc, pour répondre à ce type de cas, on va faire appel à la data collaboration, dont on en parlait un petit peu tout à l'heure. Et donc là, par exemple, on a le cas de Nestlé, qui a un programme de fidélité qui s'appelle Croquons la vie. Et on est venu utiliser les données d'un retailer, en l'occurrence Carrefour, auquel on a accès grâce à un accès à sa clean room, donc un environnement qui est sécurisé, qui nous a permis d'aller croiser la donnée du programme CRM de Nestlé avec la donnée de Carrefour et de pouvoir faire cette mesure des ventes. Donc on a utilisé la même méthode que présentée précédemment. On est venu redresser une population de gens qui ne font pas partie du programme et on a pu comparer comme ça, est-ce que le programme Nestlé générait plus de conversions? La réponse est oui. En l'occurrence, il y avait un uplift de 27% sur les gens qui étaient embasés dans le programme de Nestlé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même réussi à matcher 30% de la base Nestlé avec la base Carrefour. Et c'est pour ça qu'on a pu faire cette étude, parce qu'on avait un échantillon assez représentatif de l'ensemble de la base. Et enfin, un dernier point, pour pouvoir mesurer vos programmes CRM, il y a aussi une solution qui est tout simplement de poser la question à vos consommateurs. On sait qu'il y a un seuil, un équilibre, un seuil idéal à atteindre pour avoir la meilleure création de valeur et la meilleure réciprocité entre la marque et ses consommateurs. Au-delà de ce seuil, on peut créer de la réactance, ce qui est évidemment pas ce qu'on veut. Et donc nous, ce qu'on vous propose, et c'est ce qu'on est en train de développer avec plusieurs de nos clients, c'est de créer des questionnaires personnalisés pour les marques, pour qu'elles adressent à leurs clients différentes questions sur leur perception du programme. Donc par exemple, des questions sur la fréquence des messages, sur la perception de la valorisation de la fidélité, on en parlait tout à l'heure, sur le contenu, voilà, toute question qui pourrait vous permettre de mieux comprendre le ressenti de votre consommateur et de venir optimiser votre programme. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Et je ne sais pas si on prend des questions. Mais je crois qu'il va y en avoir. Pauline, un grand merci à toi. Est-ce qu'on a des questions sur la façon de mesurer le CRM? Oui, Mathieu est là. Je rappelle qu'il nous a soumis un nouveau mot également, hein, le verbe contrôle groupé. Ah, pas mal. Je mets tout au premier groupe à chaque fois. Une petite question, là on est au contrôle groupe à la campagne. Quelles sont les bonnes pratiques par rapport à des contrôles groupes permanents? Alors, en l'occurrence, on a montré un cas qu'on n'a pas expliqué précisément, mais on peut aussi mettre des contrôles groupes permanents. Après, permanent, c'est peut-être pas le bon mot, parce que bon, le but, à un moment donné, c'est d'avoir des conclusions et de savoir si ça marche et si ça marche pas. Mais oui, justement, quand on montrait ce cas avec les emails applicatifs qu'on n'a pas pu couper, parce qu'on ne peut pas couper des emails applicatifs, c'était vraiment un test plus longitudinal où on avait plusieurs mois d'expérimentation afin de tirer des conclusions. Et après, bien sûr, à un moment donné, il faut réinjecter le groupe témoin dans le groupe test, quitte à refaire un nouveau groupe test, mais on ne peut pas isoler une partie de la base indéfiniment. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, un immense merci, Pauline. Merci à vous.